monstrueux ce jour-là, Sylvain Dillier. Il était chez AG2R à l'époque. Exactement, Marion. Aujourd'hui, il est au service de Mathieu Van Der Poel. On avait bien vibré quand même. Hein. Il n'était pas passé loin. Avec un coureur de la formation Bingoal pour l'accompagner. Le dossard 32, Dorian de Macht. Désolé pour la prononciation, je pense que j'ai tout faux, mais bon, bien essayé. Alors on a parlé de Mathieu Van Der Poel, il a un homme à l'avant pour l'instant, c'est Sylvain Dillier. On va écouter le prodige néerlandais qui rêve d'une première victoire dans l'enfer du Nord. Est-ce que Paris-Roubaix c'est devenu une obsession pour vous? Non, pas vraiment. Je l'ai seulement fait 2 fois aussi, donc j'ai encore des chances. Mais oui, c'est surtout un monument que j'aimerais bien gagner. Est-ce que c'est une course que vous aimez plus que les autres? Non, pas vraiment. Quand je suis honnête, c'est vraiment dur et tout fait mal après 200 km déjà. Mais ouais, c'est une des plus belles courses à gagner. Votre état de forme après les Flandres, la semaine s'est bien passée? Oui, j'ai fait escale de presse encore pour aider Jasper et je pense que c'était pas mal. Sinon, je devais faire encore un autre entraînement et je pense que des fois, c'est mieux de faire une course. Les pavés seront secs demain, il y aura beaucoup de poussière, c'est mieux? Bah, ça dépend. J'ai aussi bien aimé il y a 2 ans l'édition. Mais comme je dis, j'ai seulement fait 2 fois, donc c'est difficile à dire ce que j'aime le plus, mais on va voir la course demain. Mathieu Van Der Poel, donc, voilà, dans la longueur. Hein. Ce qui est sûr, c'est que ce garçon a tout à fait le profil pour gagner Paris-Roubaix. Alors, il l'a fait que 2 fois, c'est vrai. Et sa carrière sur route, finalement, est assez récente à ce niveau. Et on sent bien, on connaît ses qualités, on sent bien que voilà, c'est le genre de terrain qui lui convient à merveille, même si, comme tout le monde, effectivement, après 200 km, c'est une course qui devient difficile. Il est adroit, il excelle en cyclocross tout l'hiver et un Paris-Roubaix humide, glissant, à mon avis, ça n'en est fait que pour l'avantager. Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Il peut y avoir des portions piégeuses, mais ce sera sec. En tout cas, il a paru détendu aux interviews. Oui, très détendu, effectivement. On a Johan Jacobs, là, pour la Movistar, le Suisse de l'équipe Movistar. Spécialiste des classiques du Nord. Tim Merlier. Tim Merlier, effectivement. Il était dans l'échappée sur le Tour des Flandres, Tim Merlier, Marion. Si il a été loin. Il a été très loin, même. Avec Nils Pollitt. Sylvain Dillier qui insiste avec une dizaine de secondes d'avance dans sa roue. Dorian de Macht, le Belge. Pas de Français dans cette échappée. Les Français qui ne sont que 13 au départ. C'est le plus petit contingent français de l'histoire de Paris-Roubaix. Faut-il s'en inquiéter? La réponse est l'avis surtout de Thomas Voeckler. Oui, parce que la réponse, c'est compliqué. S'en inquiéter, je ne sais pas, peut-être que c'est une année comme ça, mais c'est vrai que j'ai remarqué ça à 13, vous l'avez dit, c'est pas beaucoup pour une classique française qui est censée faire rêver. En tout cas, elle fait rêver beaucoup de monde, nous en tout cas, je pense. 13 Français, c'est pas beaucoup. Après, s'en inquiéter, je sais pas, on verra dans le futur. Les équipes françaises, elles sont de plus en plus internationales, comme toutes les équipes, donc on ne fait pas la sélection en fonction de la nationalité du coureur, mais en fonction des résultats possibles ou du rôle de chacun. Mais c'est clair que voilà, je crois qu'il y a 47 Belges au départ et 13 Français, donc on va voir, mais moi j'ai pas de réponse concrète. Mon avis, c'est que c'est pas assez, bien sûr. Sur 175 au départ, 13 Français. Voilà. Après, si on en a un qui gagne, on aura vite oublié le nombre de coureurs français engagés. Oh, mais ouais, c'est clair que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais comme tu l'as dit, Thomas, on a quand même des belles cartes et l'un des favoris de la course avec Christophe Laporte. Et avec Florian Sénéchal également. Florian Sénéchal, Turgis. Allez, Ryan Mullen encore, l'Irlandais de l'équipe Bora qui va tenter de revenir sur le duo tête.
Allez, 10 secondes d'avance pour le duo de tête. Un homme en compte, c'est Ryan Mullen. Duo de tête, non. C'est un solo maintenant de Sylvain Dillier, le coureur suisse de l'équipe Alpecin de Koenig. Retour au fond de la classe avec Dossard 41, c'est Philippe Ogana. On n'en a pas encore beaucoup parlé. On va en parler de Philippe Ogana, mais avant cela, on va retrouver Nicolas qui est avec Vincent Lavenu, le manager de l'équipe AG2R Citroën Team. Alors, on évoquait le faible nombre de coureurs français au départ. On est impatient d'écouter sur ce sujet Vincent Lavenu. Nicolas. Oui, alors on va laisser passer un coureur de l'équipe Movistar, Mathias Norsgaard, juste devant lui. Encore une fois, c'est toujours la priorité, la sécurité des coureurs. Et puis on va frapper à la porte, à la fenêtre de Vincent. Bonjour Vincent. On avait un petit débat là sur France Télévisions avec Thomas Veuclair, Alex Pasteur, Marion Rousse et Laurent Jalabert sur le nombre de Français assez restreint cette année, 13 seulement au départ de Paris-Roubaix. Comment vous l'expliquez ? Ça s'explique avec l'internationalisation du cyclisme. Aujourd'hui, les groupes cyclistes font appel à des coureurs venant de tous les continents. Et Paris-Roubaix étant une course aussi tellement spécifique qu'elle fait appel à des garçons qui ont cet amour de la course, qui ont cette spécificité. Donc voilà, c'est vrai que en ce qui nous concerne, on a, je pense, 3 Français au départ. Donc voilà, on essaye aussi d'être présent quand même avec des coureurs français sur les belles épreuves françaises. Et là, vous avez beaucoup animé le début de course. Vous avez essayé de lancer des coureurs dans les coups. Ça, pour l'instant, ça ne marche pas encore. Non, mais je crois que c'est un petit peu la volonté de toutes les équipes d'être présents dans l'échappée. On a bien vu ces dernières années que quand l'échappée était partie, bon nombre de coureurs réussissaient à monter sur le podium. Donc je crois que c'est important. Chaque groupe sportif a envie de mettre le bon pion en avant. Merci beaucoup et bon appétit à Julien Jordi. Max Walscheid, le coureur allemand, leader de la formation Cofidis, ancien vainqueur du Grand Prix de Denain, Max Walscheid. Et il y a des pavés sur le Grand Prix de Denain depuis 3 ans maintenant. Et pas que des beaux secteurs. Oui, exactement. Les secteurs pavés du Valenciennois qui font toujours très mal. Vous voyez les statues qui font là au passage des coureurs, c'est sympa. Hein. Et toujours devant. Hein, ils sont en train de faire une sacrée série, là, les deux. Deux coureurs solides, puissants, mais avec seulement 10 secondes d'avance sur le peloton, c'est dur. Deux énormes rouleurs, Ryan Mullen, Sylvain Dillier, capables de rouler vite et surtout de rouler vite longtemps. C'est important sur Paris-Roubaix. Allez, on prend des nouvelles de Wout van Aert avec Nicolas. Oui, Wout van Aert qui est juste devant nous, là, qui s'est laissé décrocher, qui est allé à la hauteur de sa voiture pour prendre quelques barres, un bidon, et puis qui vient de donner sa veste à son directeur sportif, preuve que les choses sérieuses ne vont pas encore commencer tout de suite, mais en tout cas qu'il va falloir rentrer petit à petit dans ce Paris-Roubaix avec les premiers pavés. Wout van Aert attendu par Nathan Van Hooy donc, et qui va reprendre sa place au sein du peloton, et qui vient de passer devant un ancien aussi vainqueur de Paris-Roubaix. Vous en avez pas parlé tout à l'heure, il est aussi dans le peloton, il était derrière nous, c'est Philippe Gilbert qui nous rejoint et qui est juste avec nous aussi. C'est un plaisir aussi d'accueillir dans la confrérie des commentateurs ce grand coureur qui s'est imposé il y a 4 ans maintenant. C'est ça, Nicolas, 2019. Je pensais que vous alliez nous proposer une petite interview en direct de Wout van Aert. Ça aurait été avec plaisir, mais on n'a pas le droit. Ouais. Donc c'est ça, mais après on peut rentrer à la maison, mon cher Alex. Merci pour ce point de règlement, évidemment. Interdit de déranger, de perturber les coureurs en pleine course pour les envoyer spéciaux sur les motos, évidemment. Dillier, Mullen avec 10 secondes d'avance sur l'avant-garde du peloton. 2 hommes, c'est pas assez. Hein. C'est pas assez pour une échappée de Paris-Roubaix. Non. Mais ça relance évidemment à l'arrière. L'échappée est loin d'être partie. Est-ce qu'elle partira un jour? Un jour sûrement. Alors, il y en aura une, mais comme l'a dit Florian Sénéchal, probablement sur les pavés, parce qu'avant on voit bien que
Le terrain n'est pas favorable, la position du vent ne permet pas à ce que le peloton se fractionne en plusieurs parties. Ça relance, hein, ça n'a jamais baissé de niveau. On roule toujours très vite. 51 km/h ont été parcourus sur la première heure de course, donc c'est dire si ça roule fort. On n'est pas en train de s'amuser, mais voilà, ça part pas malgré tout. Malgré tous ces efforts consentis par les coureurs qui animent la course en tête de peloton. Alors 2 hommes à l'avant, Thomas, c'est pas beaucoup 2 hommes. Est-ce qu'ils ont raison d'insister selon vous là, nos amis Sylvain Dillier et Ryan Mullen? Alors, moi je répondrais, ça dépend. Pour Ryan Mullen, oui. Pour Sylvain Dillier, je pense qu'il est un peu grisé par son échappée, sa 2e place il y a quelques années. Mais là, non, moi je pense que c'est une bêtise d'insister comme ça, parce que là, c'est clair qu'à 2, on fait énormément d'efforts, les relais reviennent très vite, et puis là, ils ont quoi, une dizaine de secondes, ça va faire quand même pas mal de kilomètres que ça dure. Alors, c'est sûr qu'on n'y pensera plus après, mais son corps, lui, à Sylvain Dillier, il s'en rappellera. Et quand dans son équipe, on a le favori, hein, même pas un des favoris, mais quand même le coureur qui se dégage sur le papier, en tout cas. Moi, je pense que c'est une grosse erreur de s'imposer comme ça, un raid à 2, alors qu'il fait partie des coureurs hyper importants aux côtés de Van Der Poel. Il va dépenser beaucoup d'énergie, quoi. Sur Paris-Roubaix, chaque effort compte. Oui, tu as raison, Thomas. Je partage ton avis. C'est vrai que la débauche d'effort qui est en train de s'infliger Sylvain Dillier, elle n'est pas justifiée de par le statut de favori de Van Der Poel. Il devra tout à l'heure pouvoir l'accompagner. Ça partira pas à 2, faut pas rêver. Hein. Ils attendent du renfort, clairement, mais le renfort ne vient pas. Il faut à un moment donné se relever et attendre le peloton, tout simplement. Mais je pense que c'est mieux de suivre 5 coups sérieux que d'aller se faire 10 bornes à 2, hein, 10 secondes devant le peloton. Quand ça roule à 51 de moyenne, merci. Et 40 km avant le premier secteur pavé, celui de Troisville. Ça a roulé fort jusque-là. Il n'y aura pas d'accalmie, évidemment. On va continuer à essayer de trouver l'ouverture à l'avant. Matteo Trentin à la voiture pour se dévêtir lui aussi. Qui a été très important dans le succès de Pogačar, capitaine de route. Sur le Tour des Flandres, la semaine passée. Et aujourd'hui, qui aura sa carte à jouer. C'est le leader, Trentin, dans cette formation. C'est l'heure du ravito pour le peloton. L'échappée est terminée. Ryan Mullen et Sylvain Dillier viennent d'être croqués par l'avant-garde du peloton. Et ça relance immédiatement avec la Cofidis. Jumbo-Visma, on voit ici un des coureurs de cette équipe qui n'essaie jamais d'attaquer ou de provoquer une échappée, mais simplement est là à l'avant avec un rôle de gardien. Voilà, il contrôle les coureurs qui se disent dans l'échappée et quand on la juge peut-être trop périlleuse, hop, on fait l'effort pour ramener tout ça dans l'ordre, regrouper le peloton et garder donc l'unité pour favoriser les plans, la stratégie mise en place. On ne la connaît pas, la stratégie des Jumbo, mais en tout cas une échappée, ils n'ont pas envie qu'elle se constitue avant les pavés. Et toujours Lascano qui essaye de prendre l'échappée. Oyer Lascano, le Belge de l'équipe Movistar. Mais Alexander Christophe également dans les premières positions. C'est un Basque, Alex, c'est pas un Belge. J'ai dit le Belge. Ah, j'ai dit le Belge, Oyer Lascano. Ah, je voulais dire le Basque, évidemment. Eh oui, c'est ton Basque. Ça fait un peu loin. C'est un Basque qui aime bien les courses belges. Voilà. Exactement.
Alexander Christophe qui passe le relais, qui insiste. Justement, qui était échappé avec Jarl Lascano, Christophe, sur la classique à travers la Flandre. Et ils avaient résisté longtemps à deux. Elle est vraiment unique, hein, cette course. C'est le seul monument où on a comme ça en début de course 1 heure, 2 heures de bataille avant que l'échappée ne se forme. Sur tous les autres monuments, il y a toujours une échappée matinale, que ce soit Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres, le Tour de Lombardie, mais pas sur Paris-Roubaix. Oui, parce que la probabilité de réussite de l'échappée, elle est grande. Elle est plus importante ici qu'ailleurs. Et pour le coup, on n'a pas envie de la louper. Ils sont nombreux à vouloir. D'ailleurs, Vincent nous l'a bien expliqué, hein, toutes les équipes ont la même idée. On sait que l'échappée, si elle se constitue, elle peut aller très loin, elle peut même, pourquoi pas, se jouer la victoire. Donc on n'a pas envie de louper le coche. Voilà pourquoi ça a du mal à sortir. La formation Ineos Grenadier avec Connor Swift ici. C'est l'équipe tenante du titre, on l'a dit, hein, puisque Dylan Van Baarle portait ce maillot l'an dernier lorsqu'il s'est imposé à Roubaix. C'est d'ailleurs cette formation qui avait mis la pagaille dès les premiers kilomètres, hein, avec une tentative de bordure. Oui, qui avait piégé quelques leaders, notamment Mathieu Van Der Poel. Oui. On a bien compris que pour cette formation, il y en a un qui en a fait son grand objectif de l'année, c'est Filippo Ganna, l'Italien, qui a fait l'impasse sur le Tour des Flandres, qui est venu se préparer, qui est en forme, hein, podium sur Milan-San Remo, qui réalise un super début de saison, qui a déjà participé à Paris-Roubaix, mais qui a souvent été malchanceux. Alors il l'a gagné chez les espoirs, oui. Mais c'est vrai qu'en cas de participation, il n'a pas connu que de la réussite, hein, Filippo Ganna. Mais il a le profil, c'est vrai, parce que c'est un solide rouleur, c'est un formidable rouleur, et les très grands rouleurs ont toujours été très bons sur Paris-Roubaix, Stéphane Kuhn, Fabian Cancellara, et j'en passe. Et il se l'est mise en tête, hein, cette course. Et si on l'écoutait, tiens, Filippo Ganna? C'est plaisir. C'est parti. Yeah, I think it's more. Je pense que c'est plus facile sans la pluie. Mais au bout du compte, les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Donc on verra si les pavés sont vraiment bien secs. En tout cas, c'est ce que j'espère. Y a-t-il un coureur ou une équipe que vous allez surveiller? Dans le Roubaix, c'est dur à dire. Il faut de la chance, il ne faut pas avoir de crevaison, donc difficile de prédire quelque chose. Il faut rester devant, impossible de donner un nom. Comme tout le monde, on va essayer d'être à l'avant, être attentif et éviter toute forme de problème. Être à l'avant, effectivement. C'est ce qu'il avait fait d'ailleurs l'an dernier, Filippo Ganna, puisqu'il était sorti de la trouée d'Arambert en tête. Hein. En tout cas, à l'avant du peloton des favoris. Malheureusement, la suite avait été beaucoup plus douloureuse pour Filippo Ganna, qui avait terriblement souffert dans les 50 derniers kilomètres. Panne de jambes, tout simplement. Ackermann. On aperçoit toujours Peter Sagan, bien placé. Alors, je reviens sur Filippo Ganna. Je crois qu'il a déjà brillé à Roubaix, n'est-ce pas, Nicolas? Oui, il aime Roubaix, Filippo Ganna, parce que, souvenez-vous, il a été champion du monde de poursuite par équipe avec l'Italie l'an dernier, avec donc à quelques mètres de vous, pas dans le vélodrome ouvert bien sûr, dans le stade, et donc c'est peut-être un présage, un bon présage pour lui. On ne sait jamais, en tout cas ce qui est sûr c'est que dans les vélodromes il excelle, hein, multiple champion du monde de poursuite, recordman du monde même de la poursuite individuelle, et on ne sait jamais aujourd'hui dans le vélodrome, en tout cas s'il arrive il ne sera pas dépaysé parce qu'il a l'habitude de les fréquenter. Il a, comme énormément de coureuses hier, ce double cursus de la piste et de la route. Exactement, Nicolas, merci pour ce rappel intéressant. C'est vrai, le vélodrome couvert de Roubaix, qui est juste à côté d'ailleurs du vélodrome André Pétrieux, là où est jugé l'arrivée de Paris-Roubaix. On l'aperçoit. On peut même rajouter qu'il est recordman de l'heure. Hein, oh oui. Filippo Ganna. Et pas qu'un peu. Hein. Oui, avec 56. Hein. J'ai plus le chiffre exact. Oui, je crois que c'est 56. C'est assez impressionnant. 56 et des poussières, hein, me semble-t-il.
Bon, en tout cas, sur la piste, il n'y a pas de pavé. C'est bien, ça finit sur une piste, mais avant, il faut se taper quand même le 55 km de pavé. Oui. Réparti en 29 secteurs, on le rappelle. Et on s'en rapproche du premier secteur à Troisville, on s'en rapproche gentiment. Les coureurs qui sont toujours sur les routes du département de l'Aisne. Et qui pénétreront dans le département du Nord dans 23 km exactement. À Pusigny. Et ce sera juste avant le premier secteur pavé à Troisville. Et toujours pas d'échappée. Ouais, je pense qu'il n'y en aura pas. Je pense qu'il n'y en aura pas. Là. Les coureurs commencent à se résigner. L'objectif de prendre l'échappée avant les pavés, c'est d'aborder les pavés tranquilles et avec un peu d'avance. Vu la distance qui les sépare maintenant de l'entrée du premier secteur, 30 km à peine, il n'y aura pas la place pour qu'ils puissent prendre beaucoup d'avance. Donc on risque de reporter ces offensives un petit peu plus loin, comme l'a dit Florent Sénéchal, sur les secteurs pavés, sur les premiers secteurs peut-être. Le grand Max Walscheid, le double maître allemand de la formation Cofidis. 12e de Paris-Roubaix, c'était en 2021. Allez, encore un mouvement là qui se dessine. Avec une bonne dizaine de coureurs. Il y a Guillaume Van Kersbulk, qu'on n'avait pas vu encore à l'attaque, le coureur au maillot jaune de la formation Bingle. Deux coéquipiers de Mathieu Van Der Poel qui se sont glissés dans ce coup. Ouais, c'est même lui. Et dont Mathieu Van Der Poel, exactement. C'est lui. Incroyable. Il accompagne. Ça ne demande pas plus d'efforts. Et on se dit pourquoi pas, sur un malentendu. Non, là, c'est pas possible que ça marche. On ne peut pas laisser Van Der Poel partir dans un coup avant même le premier secteur pavé. Pas le grandissime favori. Et toujours Oliver Nassen à l'avant du peloton. « 30 km avant le premier secteur pavé à Troisville. » On fait le point avec Thomas à l'avant de la course sur la direction du vent. Thomas. Ouais, exactement. La force et la direction. On vient de sortir de Saint-Quentin. On sait que c'était un peu il y a quelques années, mais après une heure de course, un petit peu comme là, s'il y a un moment où ça peut sortir avant les pavés, pourquoi pas ici? Parce qu'en plus le vent, il est un peu plus prononcé et il vient de la droite. Donc sortie de Saint-Quentin, il l'avait vraiment de côté. Maintenant, on a un petit peu tourné sur la gauche. Ils l'ont 3/4 d'eau venant de la droite, mais il est un peu plus intense. C'est pas la tempête, mais ça suffit peut-être un petit peu. Ça, on peut peut-être le voir à la forme du peloton, à étirer le peloton. Donc après une heure de course, si ça peut sortir avant les pavés, c'est peut-être maintenant. Un peu plus fort le vent, Stan de Wulf et Dusan Rajovic. Oui, Rajovic, exactement. Le champion de Serbie. On va retrouver Nicolas à l'arrière avec la crevaison d'un des hommes forts de Paris-Roubaix. Oui, l'un des coéquipiers, justement, vous parlez de Mathieu Van Der Poel, l'un de ses coéquipiers, c'est Gianni Vermeersch qui a crevé, qui s'est arrêté, dépanné par sa voiture. Alors il y en aura évidemment énormément d'autres de crevaisons aujourd'hui, mais vaut mieux crever maintenant pour pouvoir revenir au sein du peloton avant les premiers secteurs, parce que ça va évidemment énormément accélérer, et donc il va pouvoir reprendre sa place au sein du peloton, pas de souci normalement. On a vu également le grand Stefan Kung, le leader de l'équipe Groupama FDJ, qui s'est arrêté, mais qui s'est même pas arrêté d'ailleurs, qui s'est laissé décrocher pour satisfaire un besoin naturel et pour revenir. Là, il est déjà derrière nous. C'est assez impressionnant de puissance, et pour l'instant il est loin d'être à bloc, le coureur suisse de la Groupama FDJ, qui est évidemment le leader de la formation de Marc Madiot. Il est déjà là derrière nous pour reprendre sa place au sein du peloton, extrêmement concentré, avec Marc Madiot qui conduit la voiture et qui lui tend un bidon. Vous savez évidemment l'importance qu'a cette course pour Marc Madiot et pour son équipe, et Stefan Kung justement, lui, qui est là pour essayer d'aller remporter Paris-Roubaix, puisqu'on parle énormément de Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert ou Filippo Ganna. Il fait partie des favoris, et donc il va reprendre sa place au sein du peloton pour ensuite affronter les premiers secteurs pavés. Oui.
C'est vrai, vous faites bien de le rappeler, Nicolas. Stéphane Kung, 3e de Paris-Roubaix l'an dernier, 6e du Tour des Flandres dimanche, toujours là sur les monuments pavés. Le voici, le grand Suisse, l'un des meilleurs rouleurs du monde. Le double champion d'Europe du contre-la-montre. Et vice-champion du monde du contre-la-montre l'an dernier en Australie à Geelong. C'est peut-être le dernier moment pour que l'échappée se forme avant les premiers pavés à Troisville. Alors on a vu Stan de Wolf, le Belge, tenter sa chance avec Dusan Rajovic, le coureur de l'équipe Bahrain Victorious. Et c'est la formation Ineos Grenadier qu'on retrouve maintenant à l'avant. C'est la première fois qu'on les voit se mêler à un mouvement de course en tête de peloton, les coureurs d'Ineos Grenadier. Ça temporise en tête du peloton, on commence à être un peu résigné. On ne croit plus tellement à la possibilité de voir une échappée se constituer et prendre suffisamment d'avance. Allez, ça relance malgré tout, encore une fois, avec Greg Van Avermaet. Lui-même, l'ancien vainqueur, exactement, c'est lui. Le champion olympique 2016, Greg Van Avermaet à l'attaque, à 30 km des pavés de Troisville. Ouais, qui se dit, tiens, au moment où le peloton lève le pied, mine de rien, c'est peut-être le bon moment. C'est peut-être le moment de lancer une offensive. Et d'avoir un coup d'avance sur les pavés. Ouais, mais ça relance évidemment immédiatement derrière, parce qu'on n'a pas envie que ça se passe comme ça. 37 ans, Greg Van Avermaet. Greg Van Avermaet qui va peut-être avoir du renfort. Quel serait le bienvenu ce renfort pour le champion belge, vainqueur de Paris-Roubaix en 2017, Van Avermaet. C'est dur pour ceux qui attaquent en tête de peloton, c'est trop facile pour ceux qui sont dans les roues d'accompagner. Ça aura du mal à sortir. Ça roule trop vite. Et dès qu'un petit groupe se constitue et qu'il présente un danger, on voit immédiatement l'équipe Jumbo-Visma, comme c'est le cas actuellement, boucher le trou et ramener l'unité dans le peloton. Voilà, c'est fait. Moins de 30 km avant les premiers pavés de l'Enfer du Nord, les pavés de Troisville. On va s'intéresser à l'un des secteurs clés de cette édition 2023 de Paris-Roubaix. C'est un nouveau secteur, ou plutôt un secteur qui fait son retour au programme de Paris-Roubaix. C'est le secteur numéro 21, le secteur pavé de Aspres. Céline Rousseau et Mathieu Rapez, notre consoeur et notre confrère de France 3 Lille, ont reconnu ce secteur de Aspres en compagnie des jeunes coureurs de la team Enfer du Nord, dirigé par l'ancien pro et nordiste Denis Flao. Regardez ce sujet avec une petite surprise pour les gamins de l'équipe Enfer du Nord lors de la reconnaissance du secteur de Aspres. On fait pas les foufous, parce qu'on va rentrer dans le pavé, d'accord ? Ils ont entre 5 et 12 ans, font partie de l'équipe de l'Enfer du Nord et portent des prénoms de champions.
C'est bon? Ces jeunes coureurs habitent à côté du secteur pavé de Aspres, le seul nouveau cette année. Et cet après-midi, c'était leur jour de chance. La formation britannique Ineos était en repérage pour le Paris-Roubaix. Quand elle a reconnu leur président Denis Flao, ancien sprinter du peloton, elle s'est tout de suite arrêtée pour leur offrir bidons et casquettes, mais aussi un précieux conseil. Fermez les yeux. Et surtout ne les ouvrez pas. Fermez les yeux, qui dit. Comme ça. Et les voilà même invités à attaquer le secteur 21 aux côtés des pros. De l'intérieur, immortalisé par le Gallois Luc Rowe, voilà ce que ça donne. Hey buddy. Bien sûr, il y a la motivation. Les petits mollets n'ont pas résisté longtemps. Mais le souvenir restera là. Mon père, il adore les Ineos, mais il adore Peacock, mais il n'était pas venu. Quand on commence, on sent vraiment plein de vibrations. Quand on a fini, c'est mieux. C'est pas pareil que la route c'est plat, c'est tranquille quoi. Être souple, agile, privilégier le roulage au milieu et surtout ne pas trop serrer le guidon. Le petit Julien repartira avec des ampoules, mais avec la fierté aussi d'avoir bravé un bout de Paris-Roubaix. Voilà la team Enfer du Nord avec le jeune Julien. C'est sympa. Hein. Fan de Tom Pipoc. Non, c'est sympa. Et puis, quand on est pro, je pense qu'on réalise même pas les souvenirs d'enfance et qui vont les suivre à vie. Le fait d'avoir parcouru un secteur pavé avec la formation Ineos Grenadier, peut-être que dans le futur, ce sera des garçons qu'on ira interroger parce qu'ils gagneront des courses pro. Exactement. Et qui nous ressortiront cette anecdote. Très sympa le sujet de Céline Rousseau et Mathieu Rapez. On rigole, mais ça rigole pas trop dans le peloton. Non. Et le compte à rebours est lancé. Marion avec 23 km avant le premier secteur à Troisville. Clairement une deuxième course qui va commencer dans quelques kilomètres maintenant. 26 km exactement, soyons précis, pas 23, 26 km encore. Une demi-heure. Dans une demi-heure, ils seront sur les premiers pavés. Alors, qui aura un coup d'avance à l'occasion de ces premiers secteurs pavés? Pour l'instant, personne avec la première chute. Dusan Rajovic est tombé. Et Hugo Hofstetter aussi. Et Hugo Hofstetter, l'Alsacien de l'équipe Arkea Samsic. Allez, ça va pour tout le monde. Il ne faut pas traîner là. Ça roule vite. On n'est pas très loin du premier secteur pavé, c'est pas le moment de s'infliger une poursuite trop longue. Il faut remettre la chaîne pour Hofstetter. Voilà. Plusieurs coureurs sont allés sur le bas-côté, mais deux sont allés à terre. Et Anthony Forestier me signale que c'est un bidon qui a provoqué cette chute. C'est la faute du bidon alors. Voilà. Le peloton est bien étiré. Hein. Ça roule très très vite. Et vous allez voir tout à l'heure à l'approche du premier secteur pavé de Troisville, on va y arriver au sprint. Comme si l'arrivée était vraiment en début du secteur pavé. Alors il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. Pourquoi Paris-Roubaix est-elle la seule classique où l'échappée matinale peut aller loin, voire aller au bout? Tout simplement parce que c'est la course la plus difficile à contrôler pour les équipes de leaders. C'est pas comme sur une course linéaire. Là, il y a des pavés évidemment qui peuvent tout remettre en cause d'un secteur à l'autre. Oui, et puis quand on prend le départ de Paris-Roubaix, bien souvent, alors que Boissonhagen insiste, bien souvent, c'est qu'on a un rouleur, qu'on a des aptitudes. On va pas mettre un petit grimpeur au départ de Roubaix. Et puis évidemment que s'il composait l'échappée, ça serait plus facile d'aller le chercher. Là, il n'y a que des rouleurs qui composent le peloton, l'ensemble du peloton. Donc quand ça part, c'est toujours des costauds. Ça reste plat. Certes, il y a des secteurs pavés, mais c'est plus dur de contrôler derrière. C'est plus dur de revenir sur une échappée souvent qui est conséquente. Et évidemment, c'est ce qui fait la beauté de Paris-Roubaix, c'est ce qui fait que cette course est indécise et qui reste la course la plus ouverte du calendrier. Alors, on ne revient pas comme ça, hein. Même s'il y a des pavés, on ne revient pas comme ça sur une échappée, parce que, comme le dit Marion, il
forcément que des coureurs qui sont aptes à rouler fort, qui ont de la puissance et qui sont capables d'aller très loin donc, dans l'effort sur ce type de profil. Il n'y a pas de relief à Paris-Roubaix. La difficulté, ce sont les pavés, les vibrations, mais quand ces coureurs-là maîtrisent à peu près tous ce type de revêtement, et pour le coup, n'importe quelle échappée peut devenir une échappée menaçante. Et ça inflige donc beaucoup de travail à l'équipe qui veut s'employer à essayer de la maîtriser. Sans compter qu'au sein de cette équipe, il peut y avoir aussi des péripéties en course ensuite et qui l'empêchent d'être aussi efficace qu'elle le souhaiterait. On l'a vu encore hier sur la course des filles. Bien sûr. Au moment où il y a un peu le feu et que finalement les favoris se dégagent, une chute et qui relance donc l'échappée matinale et qui lui redonne encore 30-40 secondes et elles ont été au bout. Alors Boissenhagen étant l'éclaireur, il a le profil, vous parlez de ces rouleurs qui composent l'essentiel des effectifs sur Paris-Roubaix. Et Dal Boissenhagen, c'est typiquement le garçon capable de rouler vite, longtemps, fort et d'aller très loin dans la douleur également. Et le gros avantage quand on arrive à prendre la bonne échappée sur Paris-Roubaix, c'est qu'on arrive beaucoup plus sereinement sur les différents secteurs pavés. On n'a pas besoin de batailler, on n'a pas besoin de frotter. On évite bien souvent les chutes et on perd moins d'énergie finalement en étant dans l'échappée qu'en restant au sein du peloton. On imagine la nervosité dans le peloton à l'approche des premiers pavés de Troisville. Si le peloton aborde ces pavés groupés, ça va être terrible. Oui, ça peut s'assimiler à l'approche d'un final avec une arrivée au sprint. Oui. Un peloton groupé où on roule à bloc, les espaces sont serrés et chacun veut défendre sa place pour entrer dans les premières positions. Donc la tension est au maximum et le danger également. Le peloton de Paris-Roubaix est un rouleau compresseur aujourd'hui depuis le départ de Compiègne. Alors Boissenhagen qui va être repris par un petit groupe de coureurs, 5 ou 6 coureurs. On les retrouve. Il y a tout le monde derrière. C'est encore une fois la Jumbo-Visma qui bouche le trou derrière. Avec Shane Archbold ici en première position. Le Néo-Zélandais. Le peloton groupé encore une fois. Il a coupé ses cheveux chez Archbold. En tout cas, il a laissé la barbe toujours. Ouais. La moustache. La moustache. Oui, cheveux longs derrière. Ouais, ils sont là, ils sont toujours là, Alex. Rassurez-vous. David Ballerini également a fait la jonction. Alors on a vu avec les caméras de face une nouveauté technique, enfin une nouveauté, c'est en cours dans les pelotons depuis 2 ou 3 ans, avec des cindres de plus en plus étroits et les cocottes de frein de plus en plus rentrées à l'intérieur également. Oui. C'est pour l'aérodynamisme, paraît-il, Laurent. Oui, c'est beaucoup moins. Un guidon étroit, c'est beaucoup moins maniable. C'est moins stable en tout cas. Voilà. Mais je pense que les coureurs mettent des guidons étroits. Alors peut-être Thomas aura une autre explication, mais pour mieux frotter. Mais du coup, ça frotte beaucoup. On rentre les cocottes de frein pour pallier justement l'interdiction. Vous vous souvenez qu'on mettait les avant-bras sur le guidon. Donc on rentre les poignées de frein, comme ça on pose les poignées sur le cintre et ça fait un petit peu un appui, un prolongateur. Mais pour le coup, moi je trouve que c'est quand même une position qui est pas belle déjà et un peu dangereuse. Thomas, t'en dis quoi? Je crois que les motos sont... il est parti au restaurant. Les motos se ravitaillent. Enfin, les motos se ravitaillent, oui, bien sûr. C'est au sens propre. À Paris-Roubaix est encore long. Et peut-être que Thomas en profite pour se ravitailler également. Ah, certainement. On lui souhaite en tout cas. Mais on va le retrouver dans quelques minutes, ainsi que Nicolas. Faudrait pas qu'il nous fasse une fringale dans le final. On se rapproche de Troisville. Dans 20 km, les coureurs seront sur les premiers pavés de l'Enfer du Nord. Et on se rapproche également de France 3, puisqu'on va changer de chaîne dans moins d'1 minute. Voilà, c'est pour prévenir nos téléspectateurs et téléspectatrices, évidemment. Attrapez la télécommande, c'est bientôt. C'est bientôt. Vous allez passer de la 14 à la 3. Attention. Et après, on change plus? Après, on ne change plus, Marion. On va quitter
France 4, mais on se retrouve tout de suite évidemment sur France 3 pour vivre la suite de Paris-Roubaix et le premier secteur pavé qui va intervenir dans quelques kilomètres.